happy, really happy to be with you, with you, with you. Happy, really happy to be with you, with you, with you. Good morning, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette édition spéciale le 8 décembre 2026. Nous sommes en direct live et je ne suis pas tout seul, je suis avec Jen. Comment vas-tu, Jen? Je suis hyper contente de refaire un podcast avec toi. Je suis ravi d'être avec toi aussi, surtout qu'on va parler, c'est une édition un peu spéciale, c'est le début un peu d'une série qu'on débute ensemble, qui va compter une bonne dizaine d'épisodes, voire un peu plus, dédiés au futur du paiement et au stablecoin, parce que nous, on va rentrer un peu là-dessus, mais nous organisons ensemble Non-Fungible Leaders, qui aura lieu donc le 21 janvier prochain à la Samaritaine, c'est la 4e édition, et en fait, pour en parler, on n'organise pas ça tout seul, on est accompagné justement, on est accompagné de différentes entreprises avec qui on organise ça et on a la chance de les avoir avec nous. Donc, je voulais présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jeff Wang de Forvis Mazars. Salut Jeff, comment vas-tu? Hello John, ça va très bien. Merci de m'accorder un petit peu de temps aujourd'hui, ça va être super. Écoute, merci d'être avec nous, c'est un plaisir et c'est une chance de t'avoir. Et puis, on a aussi la chance avec nous d'avoir, voilà, on a des nouveaux co-organisateurs dans cette édition de Non-Fungible Leaders. Et donc, c'est la société Next Generation, NGPES. On a la chance d'avoir son COO, Franck, avec nous. Bonjour Franck, comment vas-tu? Bonjour John, bonjour à tous. Je vais très bien et je suis très très content d'être ici. Ravi de vous avoir. Alors, juste rapidement, là, justement, alors on va rentrer dans le sujet, hein, je l'ai dit déjà, on va parler du futur du paiement, Non-Fungible Leaders, comment justement le monde, les grands comptes, les corporates, les grands groupes, les instituts adoptent les stablecoins et le paiement. C'est un peu un des enjeux, justement, et beaucoup de gens en parlent et c'est pour ça qu'on voulait faire une édition sur le sujet. Mais avant tout, juste pour nous rappeler déjà, peut-être Jeff, pour te présenter rapidement et nous dire Forvis Mazars, c'est quoi aujourd'hui et qu'est-ce que vous faites justement autour de cet univers des stablecoins? Alors, très bonne question. Je vais présenter Forvis Mazars, puis je vais me présenter le rôle que j'ai au sein du groupe. Forvis Mazars, c'est peut-être plus connu sous le nom Mazars. Déjà, je vais commencer par là. En fait, on a créé une alliance avec un cabinet américain qui s'appelait Forvis, d'où le branding du coup de Forvis Mazars, où on a deux entités, donc Forvis Mazars US, qui est l'entité vraiment aux États-Unis, et Forvis Mazars Group, où on est présent dans une centaine de pays. Nos activités, elles sont pluridisciplinaires. On a une forte activité sur le sujet audit financier, qui représente 50% de notre business. Et ensuite, on a 50% sur ce qu'on appelle l'advisory ou le conseil. Et ça, c'est très large. On a des métiers très diversifiés, que ce soit au niveau légal, taxe, tech, comptable, trésorerie, cybersécurité, pour en citer que quelques-unes de nos expertises. C'est assez large. Et moi, mon rôle, alors je travaille au niveau du groupe, donc au niveau international, sur les sujets technologiques au sens large. Donc ça comprend des technologies existantes, émergentes, l'IA, l'automation, le quantique, la crypto. Et j'ai un rôle, une expertise en fait sur le sujet digital asset et blockchain. Et donc je fais partie on est quelques personnes qui sont dans une task force et qui s'occupent de ces sujets au niveau international sur le sujet blockchain, digital asset. D'accord. Donc tu es un peu le monsieur blockchain digital asset de chez Forvis Mazars, c'est ça? Alors, pas le monsieur, mais du coup, je fais partie des quelques personnes qui travaillent sur le sujet. Et du coup, je suis en lien avec nos différents pays qui travaillent sur ce sujet, qui ont des niveaux de maturité, on va dire, différents. Et notamment, du coup, la France a un niveau de maturité assez fort. On a une équipe assez large en expertise sur ces sujets.
D'accord, très bien. Et Franck, je veux aussi te demander du coup, NGPES, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc en fait, Next Generation, c'est une holding qui a été créée il y a 2 ans, qui regroupe un certain nombre d'entités régulées en France. Donc globalement, le groupe, on fait du paiement en France depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et on utilisait une façon technique la blockchain depuis 2017. Et là, depuis 2 ans, on a restructuré un peu le groupe et développé toute une plateforme intégrant nativement les blockchains pour faire du paiement. On a un certain nombre de clients dans différentes zones du monde et nous, on facilite leur accès soit à l'euro, au settlement en euros, soit on développe en fait tous des corridors et des solutions de paiement adaptées à leurs besoins, qui peuvent être l'Europe vers l'Afrique par exemple, ou alors différentes zones comme les États-Unis ou l'Asie. Voilà. Donc on est vraiment spécialisé dans les paiements et on apporte toute une solution technologique à on va dire à nos clients, mais aussi partenaires qui veulent faire du paiement d'une manière efficace. D'accord. Les typologies de clients que vous avez, c'est des acteurs justement qui ont besoin de solutions, enfin je dis un peu naïvement, mais enfin des acteurs blockchain qui veulent justement gérer des encaissements, soit en crypto, soit en fiat, c'est ça par exemple? Alors, c'est un des exemples, mais il y en a beaucoup plus. On se positionne réellement, alors on fait que du B2B, donc c'est du solution aux entreprises qui, eux, peuvent faire du C à la fin. Mais nous, on leur fournit l'infrastructure pour faire du paiement et se restreindre à un cas d'usage, ça serait faux, puisque chaque client a des besoins de paiement différents. Et justement, on a l'expertise pour développer la bonne solution pour chacun de nos clients. Très bien. Donc on va parcourir justement certains de ces use cases ensemble. Et donc on est ravis de vous avoir, hein. Et puis on a justement Jen la chance donc de vous avoir en co-organizer sur cette édition. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Jen, parce que voilà, nous on connaît cet événement Non-Fungible Leaders, mais c'est voilà, on est à l'initiative de ça, mais c'est toi qui as dès le début fait sortir ce projet de terre et le drive. Tu peux nous dire un peu plus justement c'est quoi Non-Fungible Leaders? Bah, complètement. Alors ouais, effectivement, Non-Fungible Leaders, on en a parlé suite à l'événement qu'on fait à Lisbonne et sur lequel on travaille beaucoup toute l'année. Et on s'est dit, il n'y a pas d'événement dédié aux corpos, toute industrie confondue, presque peu importe leur niveau d'expertise. Et pourtant, ils font des initiatives sur tous les sujets liés au Web3, à la blockchain. Et pris un à un, ils se sentent finalement assez seuls dans leur grand groupe à gérer et à porter ces projets-là. Et on s'est dit, on va faire un événement qui réunit tous ces grands groupes, plein d'initiatives, et on va aborder les nouveaux challenges et leur présenter pour nous les startups ou pas avec des startups, mais qui travaillent sur ces sujets-là et les faire se rencontrer, les faire discuter sous plein de formats différents qu'on n'avait pas vu sur d'autres événements. Donc, on a fait une première édition de Non-Fungible Leaders à la NFT Factory qui a été un premier succès. Et depuis, on a embarqué, effectivement, c'est vrai qu'on a embarqué Yvan de la BPI et Jeff de Forvis Mazar sur les éditions d'après avec des thèmes qui ont évolué dans le temps et ils ont évolué en fonction aussi des challenges et des besoins de ces grands groupes. Donc, la dernière édition, c'était sur le Digital Product Passport. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une dynamique sur le paiement qui est cruciale avec des challenges qui doivent comprendre et tout niveau de maturité confondu. Et donc, on a fait cette quatrième édition. On fait cette quatrième édition plus grande, avec plus de gens, plus de monde, plus de personnes aussi pour nous accompagner à la Samaritaine. Et la chance qu'on a aujourd'hui sur cette quatrième édition, c'est que je dirais que les corpos nous font confiance aujourd'hui. Et donc, ils viennent sur cet événement parce qu'ils savent
que on va les faire évoluer, répondre à leurs questions en transparence, avec bienveillance et tout. Enfin, franchement, j'insiste parce que ils n'ont pas tous la même maturité, mais moi, c'est ça qui m'intéresse et ils viennent pas tous de la même industrie. Quand tu dis les corpos, c'est quel type de boîte? Enfin, c'est quoi? Alors, on aura Accor, Partouche, Hermès, LVMH, Dior, La Poste, tu vois, c'est cette. Et on aura aussi évidemment des banques parce qu'on touche un sujet plus naturellement plus bancaire, des assurances. Et donc voilà, c'est cette mixité-là que moi je trouve essentielle et en même temps qui crée une dynamique très différente sur cet événement. Très bien. Donc, ça veut dire que oui, c'est toute industrie confondue. Enfin, tu as parlé de boîtes de luxe, de l'hospitalité, de l'industrie, du retail, de l'automotive. Finalement, tout le monde est impacté par ces sujets. Et nous, c'est vrai que c'est intéressant de le dire comme ça. C'est vrai que les sujets, les thématiques, c'est vrai qu'on avait, on a commencé il y a un petit moment, on parlait plus de. Il y avait des enjeux NFT, marketing, fidélisation, puis on a évolué sur la traçabilité, sur le Digital Product Passport. Là, on voit que ça fait un moment que voilà, c'est problématique. Enfin, c'est des questions qui nous posent en fait. Hein, et c'est un peu ce club de leaders qui disent ah ouais, on m'a parlé de stablecoin. Qu'est-ce que je peux faire avec? Comment je peux l'appréhender? Quelles sont les manières de le gérer? Est-ce que c'est intéressant pour moi? Et c'est pour ça justement qu'on est aussi qu'on est accompagné d'experts aussi justement. On va faire, on a une dizaine de partenaires et on va tous, justement, on fait une édition spéciale des mornings ensemble. Donc là, c'est le premier aujourd'hui, mais vous allez voir que tous les jours de cette semaine, tous les matins, vous allez pouvoir écouter des nouveaux acteurs. On va être avec différents partenaires qui vont être interviewés et on va faire des focus à chaque fois sur ce qu'ils proposent et sur les solutions qu'ils proposent, sur les enjeux autour du paiement, les enjeux autour du stablecoin pour les corporates. Donc, c'est un peu des éditions spéciales qu'on va faire pratiquement tout au long du mois de décembre et début janvier. Et évidemment, vous pourrez écouter soit un peu en live, soit tout d'un coup à la fin pour vous mettre un peu à jour sur le sujet, sachant que le meilleur moyen, si vous êtes un corpo, c'est évidemment de participer à l'édition du 21 janvier. C'est un événement, enfin, je préfère le dire aussi tout de suite, on a plein de copains dans la crypto, on a plein d'amis, on a plein de gens qui disent tiens, envoie-moi une invite. C'est pas trop l'idée. L'événement est quand même, c'est plutôt privé, c'est très business, il y a très peu de talk. Enfin, il y a vraiment du matchmaking, du networking, du comment on construit ensemble. C'est presque un peu actif, on va dire, au niveau travail. Donc, il y a quelques panels, mais il y a surtout beaucoup de choses actives. Donc, si vous n'êtes pas un corpo, il y aura. On vient de perdre tous nos copains. On fait des warnings. C'est pas mais on organise plein d'événements et c'est vrai qu'on vous ajoute sur les listes avec plaisir. Là, c'est vrai que ce sera un peu plus compliqué cette fois-ci, pour mettre un petit disclaimer. Mais c'est un disclaimer qui est important. Juste, je reviens dessus rapidement, mais en fait, Non-Fungible Leader, c'est vrai que c'est des rencontres pour tout le monde. L'événement est conçu comme ça. L'idée, c'est que les gens qui ont vocation ou qui doivent se parler se parlent pendant cette journée ultra intense sous plein de formats différents. Donc, effectivement, il faut avoir un intérêt à venir et c'est ça qu'on privilégie. Je l'ai dit de manière beaucoup plus délicate. Voilà. On t'entend mute. On t'entend plus. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Justement, c'était un peu une transition par rapport à Non-Fungible Leaders et je voulais voir parler aussi avec Jeff et Franck et savoir, peut-être on va commencer avec toi, Jeff, aussi. D'ailleurs, c'est la 3e fois que tu nous accompagnes. Pourquoi vous accompagnez Non-Fungible Leaders finalement? C'est une bonne question. Alors, c'est la 2e fois. Du coup, pour remettre dans le contexte, moi, vous m'aviez convié à la première édition, j'avais pas pu venir. J'étais venu à la 2e et ensuite, du coup, ça fait la 2e année qu'on accompagne cette initiative. Et en fait, tu le rappelais au départ, Jen, je pense que ce qui est super important, là, on parle de blockchain, de crypto, mais au sens large de la technologie.
en fait, ce qu'on oublie souvent quand on est dans une société, dans un corpo, comme tu le disais, c'est qu'en fait, quand on traite de ces sujets-là, souvent on se sent seul. Et en fait, la meilleure façon en fait, de gérer les problématiques, les challenges, c'est de discuter avec des pairs. Et de se dire, en fait, on se rend compte, alors je prends un parallèle qui est assez fort avec la tendance de la Gen AI et de l'IA. En fait, on se rend compte, moi, en discutant avec pas mal d'amis ou de personnes qui sont dans ce secteur-là, on peut avoir les mêmes problématiques. Et en fait, pour justement parler de ces challenges et les passer, du coup, c'est ce type d'événement. Et moi, c'est ce qui m'a séduit en fait au départ, c'est de pouvoir réunir en fait des sociétés qui se posent des questions en fait sur ces sujets-là. Et c'est vrai que la blockchain et la crypto, ça en fait poser beaucoup. Et on se dit que il y a certaines tendances qui ont émergé. Est-ce que je vais pouvoir aller vers cette direction? Est-ce que je vais utiliser cette technologie? Comment je vais l'utiliser? Donc, c'est vraiment cette situation de se dire, parlons-en et faisons en fait parler le monde de l'innovation au monde traditionnel. Et du coup, c'est une position, nous, qu'on partage avec Forvis Mazars, puisqu'en fait, on travaille avec une diversité de clients. Alors, je pense que tu avais posé la question, mais nous, on travaille avec des banques, on travaille avec des fonds, des gestionnaires de fonds, du private equity, des sociétés cotées, mais aussi des petites sociétés. Et donc, du coup, c'est vrai que en fait, ces sujets-là, et notamment, on va peut-être en parler un petit peu plus en détail, mais le sujet du paiement, de l'utilisation du stablecoin, on l'entend en fait très largement, et comment en fait utiliser ce stablecoin et la crypto, du coup, va réellement permettre de faire des choses et va lever en fait des challenges. Et donc, du coup, mais pour revenir sur l'édition et pourquoi en fait il faut y participer, c'est de se dire, voilà, je vais discuter avec des pairs sur des sujets en fait qui m'intéressent et qui me font poser des questions, et comment je vais passer en fait ces challenges, ou comment je vais détecter de nouvelles opportunités pour moi. Ouais. Non, c'est intéressant, et c'est vrai que c'est un peu le but. C'est vrai qu'avoir quelqu'un qui a les mêmes problèmes que vous, qui a qui arrive à vous expliquer, c'est vrai que ça aide. Et Franck, du coup aussi, je vais te poser la même question, puis aussi on peut en profiter aussi pour te demander comment tu vois toi aussi l'évolution de ce sujet du paiement, là, vu que vous êtes au quotidien là-dessus sur l'année qui vient. Alors, nous aussi, hein, l'objectif de participer, en fait, c'est de rencontrer des personnes qui se posent certaines questions sur les stablecoins, sur les cryptos, qui sont souvent, alors je pense qu'on est tous les quatre en tout cas, on connaît très bien le sujet, mais dans les entreprises, au niveau des CFO, c'est pas encore le cas. Et ce qui se passe sur les paiements, ce qui arrive en 2026, même si les gens en ont un petit peu entendu parler, c'est la réglementation MiCA qui va changer l'ensemble du landscape crypto. Pourquoi? C'est-à-dire que les acteurs traditionnels de la finance qui fournissaient des paiements aux corporates, ils vont avoir une compétition avec d'autres acteurs régulés qui sont déjà en avance sur certaines technologies. Donc, ça va bousculer un petit peu le landscape. Et puis, au niveau des clients, on va dire les CFO des entreprises vont plus avoir à essayer de pousser des façons de faire du paiement rapide, résoudre certains de leurs problèmes en bypassant des acteurs régulés comme les banques traditionnelles. Ils vont pouvoir aller voir des acteurs alternatifs qui seront régulés et avec un même niveau de qualité que les acteurs traditionnels avec la réglementation MiCA. Donc, nous, pourquoi est-ce qu'on participe? C'est aussi, comme le disait Jeff, rencontrer des pairs, voir si on peut se mettre en partenariat sur certains types d'activités, parce qu'on a tous des choses que l'on fait très bien et qui sont de temps en temps complémentaires avec d'autres acteurs, et puis de discuter avec les entreprises, leurs problématiques, puisque nous, la phase sur 2026, c'est réellement de développer certaines gammes de produits ou de services qui vont s'adapter aux corporates d'aujourd'hui et sans qu'ils aient besoin d'être des experts en crypto. C'est hyper intéressant, et c'est un sujet, et Jen connaît ça très bien. C'est vrai qu'on a des niveaux de maturité de toute façon qui sont très différents, et il ne faut pas avoir, c'est ça le but, hein, évidemment. Quand on est corpo, il y a toujours une ou deux personnes qui sont peut-être un peu plus avancées sur le sujet, mais même elles ont besoin un petit peu
ont besoin de comprendre. C'est un sujet, c'est vrai que ça mélange à la fois de la technique, du régulationnel, de la finance, de la compliance. Donc, il y a un effet, il y a beaucoup de questions. Ça peut être un peu inquiétant comme tous les nouveaux sujets. Et donc, en fait, le but, c'est de rendre ça concret. Et moi, je trouve ça intéressant quand, Franck, tu parles un peu de nouveaux types de produits aussi pour 2026. Peut-être tu peux donner juste un exemple d'un peu de sur quoi vous vous orientez, comment finalement comment un corpo pourrait, quel type de besoin il pourrait avoir justement et qui pourrait peut-être résoudre avec vous aussi. D'accord. Alors, un exemple, on va dire un industriel ou plutôt un distributeur de produits qui souhaite peut-être étendre les modes de paiement qu'il va accepter, il peut aller voir un acteur comme NGPES qui va lui fournir un service où il pourra accepter des cryptos sans avoir besoin de gérer les cryptos. Mais par contre, il va pouvoir dire à ses clients, vous pouvez me payer en crypto et nous, on va fournir le service qui va effectuer le paiement en fiat ou en crypto stablecoin s'il souhaite le garder. Ça, c'est un exemple typique qui est une extension des services qu'il va fournir à ses clients. Oui, donc tous les marchands, finalement, d'ailleurs pas que les e-marchands, mais tout type de marchands, se posent cette question. On a eu des annonces qui ont été faites déjà énormément aux US, un petit peu en Europe, justement, sur des marchands qui commencent à accepter les cryptos. Et c'est vrai que, je ne sais plus, j'ai vu un chiffre d'ailleurs là-dessus. Alors, c'était au moment où les cryptos montaient, là, elles sont un peu plus en baisse, mais malgré tout, ça valait. Je crois qu'il y a 2-3 mois, les cryptos créaient 1500 nouveaux millionnaires par jour, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un truc de malade, ça veut dire. Donc, tu t'imagines ces nouvelles, alors je sais pas, on peut parler de nouvelles fortunes, en tout cas, nouveaux pouvoirs d'achat à disposition avec des gens qui sont crypto-natifs pour certains. Et donc, c'est vrai que de manière naturelle, est-ce que, de la même manière, l'enjeu du paiement a toujours été d'essayer d'accepter toujours, un petit peu, d'accepter toujours plus. Hein. On parlait voilà, on est passé du cash au chèque, à la carte, le virement, et d'onboarder un maximum de moyens de paiement finalement, et d'aller chercher l'argent finalement où il est. Donc c'est vrai que c'est un enjeu un peu clé, mais c'est un enjeu, Jeff, aussi qui pose des questions. Parce qu'il y a l'aspect technique, mais il y a aussi forcément un environnement qui pose certaines questions, non? Oui, tout à fait. Je pense je vais répondre à plusieurs questions, mais c'est sûr, le paiement, on a vu énormément d'annonces de sociétés qui voulaient accepter en fait la crypto comme moyen de paiement. Encore une fois, je suis assez curieux de voir quel va être le volume en fait de paiement utilisant en fait la crypto dans un magasin. Et en fait, je pense qu'on va avoir une tendance aussi. Ça dépend en fait du type de marque. Je pense qu'il ne faut pas se limiter, ou en tout cas, il ne faut pas louper une vente parce qu'on ne prend pas ce moyen de paiement. Mais après, c'est vrai qu'il y a des implications. Et du coup, c'est une des raisons aussi. Ouais. Non, mais je rebondis parce que je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, mais du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, toutes les marques ont un intérêt à accepter les crypto-payments? Le paiement crypto? Parce que justement, au regard de ce que tu dis, tu penses que tout le monde a un intérêt à y aller aujourd'hui? Je vais dire, aujourd'hui, je suis pas convaincu, je suis pas sûr. Après, en fait, moi, je réfléchis de manière personnelle. Je me dis, je sais pas, je vais faire mes courses. En fait, quel est mon intérêt à payer en stablecoin demain mes courses? Moi, Européen, Français, je veux dire, j'ai ma carte bleue, ça marche très bien. Je vais payer en étranger, j'utilise, je sais pas, une banque ou une néobanque, je vais dépenser en fait mes euros. Je veux dire, quelle est ma problématique en fait dans le sens de paiement? Dans des pays moins développés que l'Europe, je vois très très bien l'intérêt en fait de pouvoir se protéger en fait d'une dévaluation de la monnaie, de capitaliser du coup sur des stablecoins et après pouvoir les dépenser et du coup garder ou en tout cas tenter de garder mon pouvoir d'achat. Mais en fait, du coup, je sais pas, en fait, je suis assez curieux de voir le volume et les valeurs en fait de transactions en paiement crypto.
sur certaines, pour certaines marques. Mais je reviens à la question de John, parce que c'est super important. Je pense que beaucoup de sociétés se disent « Ok, le sujet de stablecoin, il a l'air de se dessiner comme quelque chose de très intéressant sur le sujet financier. On va y venir parce qu'il n'y a pas que le paiement, en fait. Je pense, comme on peut l'entendre, de se dire je vais payer un bien dans un magasin. Il y a aussi des paiements transfrontaliers qui sont super intéressants. Moi, c'est le use case que je vois en fait dans l'utilisation de la technologie. Mais en fait, il y a beaucoup d'implications. Il y a des implications pour un corpo, quelqu'un qui travaille en fait dans un corpo. Il y a des implications qui vont être de l'ordre comptable, qui vont être de l'ordre fiscal, réglementaire. Et du coup, tu donnais la raison aussi pour laquelle on participe, c'est qu'on a, et je le disais, on a des expertises très, très diverses. Vous avez pu le voir en fait à la dernière édition. Et du coup, on va avoir des équipes nous, qui vont venir sur cet événement, qui sont des personnes spécialisées en trésorerie, typiquement, des personnes qui sont spécialisées sur le sujet fiscal, personnes qui sont spécialisées sur le sujet légal, en finance quantitative également, sur en fait des choses qui peuvent être intéressantes pour des acteurs plus bancaires ou institutionnels sur regarder en fait des stress de marché sur le stablecoin ou sur la crypto. Mais en tous les cas, oui, c'est un gros sujet sur tous nos clients quand je regarde justement sur le panel. Oui, les questions, enfin, je vais les dire tout azimut, mais tu vas me dire un peu. Ouais. Mais tu as ce côté, enfin, on l'a vu nous-mêmes, même sur tous les sujets, mais juste le fait de commencer, ça signifie quoi d'avoir de la crypto dans tes livres, quoi, déjà. Ça signifie, est-ce que tu peux en avoir, est-ce que tu peux pas en avoir, quel type de crypto, comment tu fais du change ou pas du change, l'intérêt du stablecoin aussi, mais malgré tout, tu as quand même aussi une question qui se pose par rapport à ça. Est-ce que justement tu dois faire, c'est quoi le KYC que tu vas faire ou pas en fonction justement du fait que tu encaisses de la crypto, comment tu la conserves, comment tu gères ta trésorerie derrière, comment est-ce que derrière tu vas pouvoir l'utiliser ou pas pour payer, puis de manière un peu plus large, mais là j'ouvre un peu aussi, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités aussi à avoir de la trésor en crypto, même pour la gestion de la trésor de ta boîte? Et là, je reviens un peu sur les sujets qu'on va aborder aussi sur Non-Fungible Leaders, mais il y a plein de portes qui s'ouvrent sur les nouvelles manières de gérer de la trésorerie, sur le fait que tu as des produits financiers, on va appeler ça la DeFi pour faire simple aujourd'hui, qui te permettent d'avoir des retours dans le monde, des retours peut-être diversifiés, plus larges, un peu différents, de la gestion de trésorerie qui justement peut travailler peut-être 7 jours sur 7, de la gestion de trésor, sur de la prise de risque sur certaines choses, peut-être demain dans un monde complètement tokenisé, parce que c'est ça qui est en train de se passer aussi. On a déjà eu des annonces qui ont été faites du monde de la finance, côté BlackRock, côté Nasdaq, où on voit qu'en fait un certain nombre de produits financiers sont en train de peut-être potentiellement demain de devenir devenir crypto, de devenir token. Donc on a un peu, vous me dites si je me trompe, et Franck, je serais intéressé d'avoir ton avis aussi là-dessus, mais on imagine un peu demain peut-être un univers aussi où les boîtes vont avoir potentiellement une partie de leur trésor, en fonction de leur stratégie, en stablecoin, et peut-être justement pouvoir aussi gérer leur trésorerie et éventuellement même acheter des actions, acheter de l'immobilier, acheter, se couvrir, acheter des assurances même demain, et avoir un environnement stablecoin. Est-ce que est-ce qu'on va vers ça, ou est-ce que c'est un peu tôt pour en parler de ça d'après toi, Franck? Alors, moi j'aimerais juste revenir sur quand on parlait de nouveaux millionnaires en crypto, je pense qu'il faut présenter ça un peu différemment, surtout avec l'essor des stablecoins et de l'utilisation professionnelle qu'on peut faire. Je partage l'avis que vous avez en disant est-ce que je vais payer mes courses avec mes cryptos? Non, je pense que ce n'est pas les use cases aujourd'hui, et ce n'est pas là qu'il y aura du volume, même si c'est intéressant d'une manière intellectuelle pour certains. Non, les volumes, ils sont sur les mouvements, les paiements transfrontaliers, parce que le système bancaire actuel qui passe par les fiat et les nombreux intermédiaires est pas efficace. Donc là, il y a un use case qui existe,
Et les volumes sont extrêmement importants entre les échanges de grands groupes. Alors, soit nous, on travaille beaucoup avec les acteurs du paiement international, donc c'est réellement leur métier de transférer de l'argent et de faire des paiements. Donc, on fournit la partie B2B, hein, pas la partie C, mais là, les volumes sont extrêmement importants. Et pourquoi est-ce qu'ils sont importants et comment ça peut se développer? C'est qu'il faut trouver les bons partenaires locaux entre le pays où la collecte est faite et le pays qui va payer. Donc, nous, on facilite cette partie-là avec notre technologie. L'autre point, c'est est-ce que tout va être tokenisé? On en est loin. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est on fait un petit peu un effet miroir de ce qui existe dans la vraie vie. On la met sous la forme de token sur la blockchain. C'est un premier pas, mais ça sera réellement efficace lorsque l'ensemble des processus d'émission, de gestion seront sur la DeFi. Et là, je pense que les acteurs traditionnels, ils regardent tous, hein, ils regardent tous déjà, mais il y a encore un changement massif à faire qui va prendre, ça va vite, hein, mais ça va prendre encore quelques années. Par contre, les stablecoins sont déjà beaucoup plus matures en dollars et l'euro arrive pour, surtout avec Mika, pour avoir une façon d'échanger de la valeur en euros quasiment instantanément avec des acteurs régulés. Très bien. Je pense qu'on en y est. Je rebondis du coup. Je ne sais pas si John, tu voulais poser une question, mais le sujet tokenisation, du coup, c'est super important. C'est super important de le couvrir parce qu'en fait, la tokenisation, on en parle beaucoup. Moi, typiquement sur une typologie de clients qu'on peut avoir des asset managers, la tokenisation, elle est là en fait. Elle est poussée par le plus gros gestionnaire de fonds du monde qui est BlackRock. Et c'est là en fait, c'est vraiment un énorme développement en fait sur cette typologie en fait de marché. Et en fait, si on reprend le stablecoin, en fait, le stablecoin c'est de la tokenisation. Et ça a été une des premières en fait formes de tokenisation, c'est de la tokenisation de cash. Et du coup, est-ce que tout sera tokenisé? Je pense qu'on tend forcément vers ça. Il y aura des difficultés ou des choses plus difficiles à tokeniser, mais en tous les cas, le stablecoin, ce que permet le stablecoin, c'est aussi de rentrer dans ce marché de la tokenisation par en fait cette forme de cash tokenisé. En fait, c'est comme ça que je le vois. Tu parles de ça, et en fait, d'ailleurs, c'est même une note pour nous-mêmes, Jen, parce qu'on parle de stablecoin, de paiement, mais on parlait des différents niveaux de maturité, mais pour rappeler ce que c'est un stablecoin, en effet, voilà, le stablecoin les plus connus, comme tu disais, Franck, pour l'instant, sont des équivalents dollars. Donc, on parle beaucoup de l'USDC ou de l'USDT, qui sont les deux plus. Enfin, d'ailleurs, en Europe, l'USDC maintenant plutôt, parce qu'on va parler de la régulation aussi, c'est celui qui est plutôt référent sur le dollar. Et donc, en effet, ces entreprises, comme voilà, Circle par exemple, qui sera d'ailleurs présent à Non-Fungible Leaders, ces entreprises-là garantissent que, en fait, pour un crypto-dollar que vous possédez, ils ont en trésorerie un dollar effectif, ou l'équivalent en bon du trésor. Et donc, la garantie, en effet, à la base du stablecoin, c'est que si vous allez chez Circle avec 1000 dollars, avec 1000 USDC, eh bien, ils vont pouvoir vous transformer ça en équivalent dollar, finalement. Et donc, c'est en effet un produit tokenisé, c'est du dollar tokenisé, sachant que maintenant, justement, on va le voir aussi pendant l'événement, il y a des acteurs en Europe qui font aussi du stable euro. Donc voilà, en France notamment, assez pionnier sur le sujet, il y avait la Société Générale avec Forge, donc qui ont fait, je crois que c'est un des premiers stablecoins euro, j'ai pas envie de dire le premier parce que je ne sais pas, mais en tout cas un des premiers. Et donc il y a un enjeu, d'ailleurs il y a des enjeux assez clés sur le sujet. C'est clair. Enfin, justement, cette tendance de stablecoin, enfin de part en fait, on va dire de part de marché, elle est clé, je pense, en tous les cas, pour les acteurs européens ou les banques du coup européennes sur 2026. Parce qu'en fait, il faut rappeler que le marché du stablecoin, et je voudrais parler d'autres formes en fait, parce qu'on parle beaucoup de stablecoin, mais il y a d'autres formes en fait de cash tokenisé en fait, ou de forme de cash tokenisé, si on peut l'entendre. Mais les stablecoins dollars, c'est 99,8%, je crois, du marché du stablecoin actuellement.
Ouais, C'est donc énorme. là, il y a des enjeux. Ouais, il y a des gros enjeux, en effet. Bah, c'est vrai que là, l'euro, pour l'instant, est en train de perdre du terrain. Mais alors, c'est un sujet beaucoup plus large, hein, et Mm. évidemment, on en parlera en plus pendant cette journée. S'il y a des enjeux de souveraineté, il y a des enjeux de garantie de la monnaie, parce qu'en effet, derrière, bah, finalement, c'est un moyen, enfin, c'est même politique, finalement. C'est vrai que ça garantit la dominance, finalement, de la monnaie, et ça permet, bah, de manière directe ou indirecte en tout cas, bah, de soutenir en partie le cours du dollar, parce que bah, c'est des bons du trésor qui sont derrière, voilà, c'est des bons du trésor, c'est plus de bons du trésor américains. Mais Bah, Jen, ça renforce Et, la place de l'art, ouais, ça c'est clair. moi, j'ai une question pour vous, messieurs, parce que je vois que vous partez très vite finalement dans des considérations techniques et élevées. Mais moi, j'ai une question assez basique qui est finalement cette notion de stablecoin. En tout cas, moi, de ce que j'en ai compris, ce serait quoi le use case commun finalement qui pourrait matcher avec tous ces corpos qui assisteront demain à l'événement? Moi, j'ai quelques idées, donc j'attends de voir ce que vous allez répondre. Mais je pense que là-dessus, il y a du use case potentiel à venir et peut-être un intérêt commun. Moi, je le vois plus large, par exemple, et plus intéressant pour tous que, comme je te le demandais avant, Jeff, l'intégration des crypto payments chez tout le monde. Je vous laisse donner votre avis. Peut-être que je donnerai le mien après. alors moi, ouais, alors moi aussi j'ai des questions là-dessus après, mais moi je voulais creuser un peu aussi avec Franck, notamment sur le paiement transfrontalier. Mais si vous avez d'autres, enfin, ouais, est-ce qu'il y a d'autres use cases d'ailleurs qu'on pourrait citer comme ça qui sont très importants? Alors, moi, je peux commencer sur le Oui. paiement transfrontalier, mais le stablecoin a tout son sens à ce niveau-là. Et je vais rejoindre un petit peu ce que Jeff disait sur garder de la valeur sur des, on va dire, pays ou des régions où l'accès soit au dollar ou à l'euro est compliqué, ou alors la monnaie locale qui est peut-être à risque. Nous, par exemple, le use case typique, c'est on va ouvrir un compte chez nous pour une société basée en dehors de l'Europe qui souhaite recevoir des paiements de ses fournisseurs, par exemple en euros, garder de la valeur en euros et puis refaire des paiements peut-être en euros sur certains partenaires ou alors recevoir du paiement en dollars dans leur région. Donc, le service que l'on propose, c'est, au lieu où les fiat peuvent être un peu compliqués à gérer, on leur fournit un service où ils vont avoir un équivalent euro à travers le stablecoin. À ce titre, nous, on va lancer notre stablecoin comme moyen technique pour faciliter les transferts et on va dire la garde des montants en euros entre les partenaires qui sont clients chez nous. Donc c'est plus un token technique, sachant que c'est ce que ça a été dit, hein, le stablecoin à tout moment on garantit avec des réserves auditées dans des banques des banques du premier tiers en Europe, que les euros sont là pour chaque token sur la blockchain. Donc, réellement, le fait de tokeniser l'euro sur la blockchain à travers des acteurs régulés va permettre de faire du paiement instantané entre les partenaires qui utilisent ces tokens-là. Mais en plus, c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, on parlait évidemment de souveraineté, de cette question sur le renforcement du dollar, mais d'un point de vue plus pragmato-pratique, on va dire, c'est ennuyeux quand même pour une entreprise qui reçoit des paiements, enfin deux boîtes qui sont censées se payer dans le monde normal en euros, c'est quand même ennuyeux de passer par du dollar, quoi. Enfin, par l'équivalent d'un dollar, parce que tu as quand même... c'est-à-dire que tu te réexposes à un change sur lequel tu n'as pas forcément envie d'être exposé. Je veux dire, d'un point de vue purement logique, sans parler, on va dire, de souveraineté même ou justement d'enjeux stratégiques et politiques, a priori, on a besoin d'encaisser et de payer en euros parce que c'est la monnaie avec laquelle on travaille avec nos fournisseurs et avec nos clients dans beaucoup de cas, c'est ça? Alors, oui, alors je fais juste une petite précision. Nous, on développe avec nos clients des corridors de pays, on va dire, de pays avec leur monnaie locale qui, naturellement, dans le monde du change, passent par le dollar. Mais lorsque l'on a des flux qui vont dans les deux sens,
et on est capable en fait de passer par notre stablecoin euro pour faire un change beaucoup plus intéressant pour les partenaires. Et on n'a pas besoin de passer sur 2 étapes avec le dollar. Je suis une entreprise je dis n'importe quoi, tu vas me corriger, mais je suis une entreprise de prêt-à-porter. J'ai mon usine en Turquie. Donc, voilà, je sais que c'est une usine, c'est un fournisseur régulier avec lequel je travaille. Je vais mettre en place, je vais dire, attends, on va pouvoir faciliter les paiements réguliers qu'on met en place avec nos fournisseurs, justement, qui sont, disons, même en Turquie, en Inde et ailleurs. Et donc, de mon côté, je vais payer en euros. De leur côté, ils vont recevoir de la livre turque ou de la roupie, par exemple. Et donc, le chemin, vous allez travailler sur ce chemin, justement, pour dire, au lieu de passer par… voilà, le monde du paiement, c'est ça, c'est des tuyaux avec un tuyau qui va dans un autre tuyau, qui va dans un autre tuyau, qui va dans un autre tuyau. Et donc, un acteur de paiement, un acteur de change, un acteur de stockage, un acteur de transfert, je sais même… voilà, tous ces… et donc là, vous allez directement dire, on va limiter le nombre de tuyaux, en quelque sorte, et on va l'optimiser pour diminuer finalement ton taux de change, c'est ça? Absolument. Le taux de change et la rapidité des échanges qui évite d'avoir de l'argent immobilisé pendant 24, 48 heures sans pouvoir l'utiliser, et le pré-funding nécessaire. Donc oui, c'est réellement optimiser l'ensemble de la chaîne, et c'est pour ça qu'on passe du temps avec nos clients pour comprendre leurs problématiques, les aider à trouver les bons partenaires sur certaines régions et définir en général, ça s'implémente sur quelques mois, mais on commence assez rapidement en quelques semaines, et ensuite on définit un petit peu une roadmap où on va automatiser, définir certains fonctionnements pour améliorer leur process. D'accord, très bien. Et juste, alors évidemment, en fait, on voit que du coup, d'ailleurs, c'est le cas pour vous, pour vous deux, vous travaillez avec toutes les industries, dans tous les domaines, sur tous les use cases, justement, possibles. Mais est-ce que, là, vous voyez un petit peu des patterns ou quelque chose un peu, des trucs un peu chauds, justement, là, sur ce que vous êtes en train d'implémenter, sur certains types d'industries qui, typiquement, trouvent ça… ont un besoin peut-être un peu plus visible en ce moment. Je peux prendre le point et en tout cas rebondir sur ce que tu disais, Franck, du coup, et par rapport à tes questions, Jen, sur en fait quel est le use case. Et je pense que tu l'as brillamment expliqué, Franck, du coup, c'est le sujet cross-border, paiement transfrontalier. Je pense que c'est un sujet dont on discute si on prend l'écosystème du coup de crypto depuis des années, depuis au moins, je vais dire 2016-2017, en se disant comment on va faire naviguer de la valeur en fait entre pays, parce qu'en fait avec la blockchain c'est un sujet international, et du coup la blockchain serait un bon rail en fait pour s'échanger de la valeur. Finalement, on voit que d'année en année, en fait, il y a des mises en place, il y a des initiatives, et on peut le voir sur de la payroll ou peut-être certains paiements de fournisseurs, en fait, mais ça reste, je trouve, assez limité. Pourquoi ? Parce que, et c'est pour ça que Non-Fungible Leader est un événement super important, c'est-à-dire que en fait, l'adoption dans le monde traditionnel de ces paiements par la blockchain est clé, en fait, et permet, en fait, parce qu'en fait, le paiement, quelles sont les problématiques potentielles ? C'est l'opacité, c'est le délai, en fait, de virement. Quand on va faire un virement entre certains pays, ça peut prendre 4, 5, une semaine, en fait, et ça, c'est la perte d'intérêt sur du cash, potentiellement, pour un groupe. On peut le voir en travaillant sur un groupe international. On a certains pays, ce qu'on appelle un peu des cash traps, et donc du coup, il faut être en capacité de pouvoir rapatrier en fait du cash de certaines de ces filiales. On l'a touché. C'est quoi le cash trap ? Ouais. En fait, c'est et en fait c'est un sujet aussi. On l'a un petit peu touché, c'est de se dire il y a certains pays, certaines zones qui sont voués à avoir de la dévaluation de leur monnaie, et en fait quelquefois en fait on peut attendre, et du coup, ça va être une problématique en fait pour un groupe ou pour rapatrier de certaines filiales en fait de la trésorerie. Donc, il y a plein de problématiques qui sont potentiellement en fait qu'on peut résoudre
avec la blockchain en tant que technologie, parce que pas forcément en fait se dire c'est forcément le stablecoin, mais du coup la technologie est intéressante à évaluer et à évaluer. Et du coup, ce qu'on voit en fait d'année en année, ce qui a changé, c'est d'une part la progression des stablecoins, qui est peut-être la clé en fait du coup dans le product market fit en fait du stablecoin pour l'utilisation de ça, et d'autre part du coup la régulation qui permet en fait de se dire ok, on a un cadre, et on parle de MiCA, mais moi je pense que le gros impact en fait sur cette utilisation là qui accélère, c'est plutôt le Genius Act aux États-Unis, qui ont donné une énorme vague en fait aux États-Unis et qui ont un effet domino sur toutes les zones. Moi, je peux le voir en Asie, en Europe, en se disant, ok, en fait, aux États-Unis, ils accélèrent pas qu'un peu, ils accélèrent énormément. Et donc, du coup, il faut absolument qu'on y aille sur certains sujets. Et donc, voilà, c'est une combinaison un petit peu de tout ça qui fait que le timing en fait est excellent pour en fait se poser des questions sur le sujet stablecoin et blockchain. Pour un corpo en fait, et de se dire comment on va le prendre. Et alors, spoiler, on va pas du coup donner tous les sujets qu'on va aborder, je pense, pendant cet événement en janvier. Je pense qu'on est vraiment dans des étapes assez early en fait pour un corporate. Encore dans une appréhension en fait de ce monde-là, de se dire en fait quels sont les cas d'usage potentiels, qu'est-ce que c'est. Parce que en fait, quand tu t'avais posé une question, John, mais sur le sujet comptable, en fait, il y a des grosse question en fait sur ce sujet-là, en fait, parce que comment je le qualifie et comment je vais aller discuter de ce use case avec mon CFO, mon DAF, en fait, va se poser cette question, de se dire de manière pratique comment on va pouvoir le mettre en place et quels sont les use cases potentiels. Très bien, ouais. Je donne un peu des idées, mais voilà, de thèmes qu'on va aborder qui sont assez clés et importants aussi pendant l'événement. Non, mais tu as raison. Et puis, tu as raison d'insister. Enfin, c'est vrai qu'on le voit. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on fait cette édition maintenant aussi, parce que, en fait, l'année 2025, c'est vrai, enfin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Trump a mis un coup de feu qui a fait que tout le monde s'est mis à courir d'un coup très, très vite, quoi. Et on l'a vu. Bon, c'est vrai que ouais, tu as raison de parler de l'Asie, parce que moi, je me souviens, ça m'a marqué quand j'étais à Singapour, là, il y a 2-3 mois. Tout le monde est en train de suivre tous les gouvernements. Enfin, il y a plein de gouvernements d'Asie du Sud-Est qui sont en train de réguler et de copier plus ou moins la régulation US en ce moment pour justement favoriser, du coup, pour le coup, pour favoriser aussi cette question de création même. Parce que voilà, c'est un petit peu ce que permet aussi cet acte, c'est ça favorise quand même les stablecoins dits privés. Et donc, contrairement d'ailleurs à l'environnement MiCA qui met un peu plus de barrières, on va dire, en tout cas sur ce sujet. Et donc, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent, même d'ailleurs autour du stablecoin à un très très haut niveau qui peuvent encore se poser. Je ne sais pas si, Jeff, ça se pose encore. Est-ce que ça vaut encore le coup de créer un stablecoin aujourd'hui, par exemple ? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Je peux proposer un axe un petit peu différent à cette question. C'est-à-dire que nous, on va lancer notre stablecoin euro et notre objectif, c'est absolument pas dans un premier temps qu'il soit listé dans les exchanges. Le stablecoin euro, on le voit comme un élément technique complémentaire à notre plateforme pour être plus efficace, pour livrer en fait une solution de paiement à nos clients et partenaires. C'est ce que j'expliquais au début, c'est que… C'est intéressant. Non, mais en fait, oui, là maintenant, c'est ce que tu disais rapidement au début, mais sans le dire. Oui. C'est hyper intéressant. Parce que, en fait, pour répondre, il faut pouvoir discuter au corporate. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on participe à l'événement. C'est apporter une vision différente du marché crypto, le Bitcoin qui monte, qui descend, les stablecoins qui se développent, mais sans savoir réellement comment les utiliser. Il y en a des nouveaux régulièrement. Nous, l'objectif, c'est plutôt de fournir des solutions de paiement, et le stablecoin n'est qu'un élément pour être efficace dans ces solutions. Je pense qu'en 2027, on parlera peut-être un peu différemment de nos stablecoins, mais dans un premier temps, c'est réellement un élément technique qui est important. Et ça montre un petit peu la maturité
des solutions de paiement sur la blockchain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus chacun utilise ce qu'il a compris de la blockchain pour optimiser une partie de son activité. Il y a réellement des solutions industrielles qui peuvent être proposées sur la technologie blockchain. Avec le stablecoin, la réglementation MiCA est clé sur la partie européenne. Aux US, ça commence. Et effectivement, un des gros soucis du cross-border, c'est de trouver les partenaires qui sont régulés ou qui sont en avance de phase lorsque le pays n'est pas régulé pour pouvoir évoluer et s'assurer que lorsque la réglementation arrive, on puisse continuer à fournir du service. D'accord, oui. Oui, parce qu'en effet, dans certains pays, ça va être assez clair, tu as des zones blanches, dans d'autres, tu es un peu plus dans la zone grise encore, en fonction des avancées de la réglementation, de la maturité des acteurs, de leur sérieux, de leur capacité malgré tout, parce qu'en effet, tu n'as pas envie de construire quelque chose avec quelqu'un qui va disparaître demain. Donc, donc voilà, vous parlez. Enfin, je pense que l'image d'ailleurs qu'on utilise beaucoup, c'est l'image des rails, enfin des rails. Et en effet, quand tu poses des rails, tu as envie qu'ils restent, en place pour les 100 prochaines années, idéalement, même si évidemment c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et alors j'en profite, Franck, aussi d'ailleurs, parce que justement, c'est intéressant. On voit qu'on disait il y a différents niveaux de maturité. Et je pense que vous avez cette capacité à reformuler aussi justement les questions et les besoins. C'est quoi les erreurs? Enfin, ça peut être quoi les erreurs aujourd'hui qu'on peut faire justement quand on met en place un processus de paiement transfrontalier, par exemple? Alors, réellement, c'est une démarche. Il y a une démarche importante qui est de bien comprendre les besoins et d'affiner en fait où sont les pain points des clients. Et ne pas écouter le client qui dit « je veux faire du paiement entre ces deux destinations et je veux avoir un prix plus compétitif que ce que j'ai actuellement dans le monde traditionnel bancaire ». Il faut aller plus loin. Il faut bien comprendre le business model. Est-ce que le problème, il est au niveau de la trésorerie? Est-ce qu'il est au niveau des fournisseurs qui passent par d'autres intermédiaires? Il faut bien analyser ensemble et ne pas aller trop vite pour valider que ce qui est décrit par le client correspond bien aux problématiques qu'il y a au quotidien. Et ensuite, c'est implémenter les solutions en plusieurs étapes, parce qu'il faut, ce que Jeff disait, bien intégrer ça dans la structure des entreprises. Souvent, au niveau des CFO, il faut qu'ils comprennent l'avantage. Il faut qu'ils aient les outils de réconciliation, il faut qu'ils aient les schémas comptables qui correspondent. Il y a toute une démarche assez importante qui se met progressivement parce qu'on peut commencer rapidement, mais il faut se poser les bonnes questions au début. Très bien, oui. En fait, c'est oui. Et puis ça commence toujours avec un pourquoi. Et derrière, il y a les questions qui se posent sur le comment. Et puis avec qui, où, quoi, comment, avec qui. Et donc, c'est comme ça qu'il faut entamer chaque réflexion, en effet, et la développer. Sur alors je vois que le temps passe, déjà on a plein de choses à dire encore, mais justement c'est un bon moyen de teaser l'événement et donc on va pouvoir creuser un peu plus justement pendant cette journée. Mais est-ce qu'il y a une chose qui te semble importante, Jeff, aussi à partager justement avant qu'on rende l'antenne, comme on dit? Ce qu'il y a d'important à l'événement, du coup, tu veux dire? Non, déjà sur le sujet, après on va, juste sur le sujet des corporates et des erreurs, des choses clés, des choses à faire et à ne pas faire et comment se poser les bonnes questions. Non, mais je pense que ce sujet-là intéresse beaucoup et du coup, en fait, il faut commencer par en parler et du coup essayer de voir et comprendre en fait vraiment ce que c'est parce qu'il faut reprendre ne serait-ce que les bases. On parle beaucoup de crypto et quand on parle de crypto ou de blockchain ou d'actifs numériques, du coup, avec ces termes-là, en fait, on a souvent en fait l'association avec, comme tu le disais, Franck, avec le Bitcoin et la volatilité. Et je pense que en fait, ce qu'il faut voir et discerner, c'est qu'on a la classe d'actifs en fait des cryptos et l'utilisation de la technologie. Et moi, je le vois en fait justement ce sujet en fait de la transformation des paiements plus par l'utilisation du coup de la technologie et du coup vraiment comprendre en fait ces concepts, pouvoir en fait se poser des questions en interne et de se dire en fait quels problèmes vont pouvoir être résolus en fait avec
cette technologie. Et du coup, c'est en tout cas une bonne raison de participer à l'événement si vous posez ces questions-là et de se dire comment ça peut s'intégrer au sein de ma structure. On sera ravis du coup de pouvoir répondre à toutes les questions et pouvoir justement en discuter avec vous avec des mots assez simples aussi et basiques, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer en fait sur ce sujet. Et je pense qu'il est clé parce que l'adoption en fait des sociétés plus traditionnelles et plus corpo va être clé en fait dans l'adoption générale de cette technologie. Je pense qu'il y a et vous avez fait un super boulot du coup, Jen et John, à avoir des partenaires du coup pour l'événement. Moi, je pense qu'il y a un sujet qui va être assez aussi clé dans les années à venir sur ce sujet du paiement. Je pense que je suis assez confiant dans le sens où il va y avoir un développement très fort en fait de ces sujets de stablecoin et de paiement par la blockchain. On va voir, j'ai partiellement répondu à ta question du coup, John, ou pas du tout, mais je pense qu'on va voir en tout cas réellement des institutions, des banques de plus en plus aussi se lancer en fait dans des initiatives de ce qu'on peut appeler de stablecoin ou de tokenized deposit, d'accès en fait à cette fonctionnalité ou en tout cas cette technologie de paiement pour accélérer en fait les paiements. Je pense qu'il va y avoir dans les prochaines étapes une couche de ce qu'on peut appeler de confidentialité à apporter en fait au paiement, qui va être clé aussi dans l'adoption des corpos ou des sociétés traditionnelles. Parce qu'en fait, je prends un peu cette image-là, mais si je te demande, John ou Jen, John, de me montrer ton compte banque, ton appli bancaire, et de nous la montrer en live, je ne suis pas sûr que tu vas le montrer. Et en fait, c'est un peu l'image qu'on peut avoir de la blockchain. C'est ces principes intrinsèques d'être transparent et public. Mais dans le monde privé, le monde traditionnel, il va falloir justement avoir cette couche de confidentialité pour développer et en fait ce sujet du paiement en fait par la blockchain, je pense. Tu as raison, c'est indispensable. Et puis, sans parler alors, moi, à mon niveau particulier, c'est gênant, mais à la limite, bon, why not? Mais c'est vrai que tu imagines des entreprises, une entreprise qui va commencer à justement, est-ce qu'elle a envie que ses concurrents sachent combien elle paye à qui, dans quel pays, ou combien elle paye à Ça, qui. je te confirme que non, du coup. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est un énorme. En l'état comme on le connaît, on va dire tel quel, ça pose problème. Et j'imagine que Franck, vous avez d'ailleurs aussi ce type de problématique. Oui, tout à fait. Il y a différentes solutions qui existent. Moi, j'aimerais juste aussi revenir sur pourquoi c'est important en janvier l'événement et pourquoi nous on est présents. Aujourd'hui, je reviens sur Mika. Mika, il y a beaucoup d'acteurs qui fournissent des services aujourd'hui de crypto aux entreprises qui vont disparaître d'ici juin 2026, puisque le Mika est une étape importante, financièrement importante aussi, pour passer le niveau. Et ça met en fait aussi tous les acteurs crypto à un niveau proche des institutions financières aujourd'hui sur les contrôles financiers, la gestion des flux, la gestion des clients, le contrôle. Donc tout ça va changer la donne. Les entreprises, nous, on sera là pour répondre à leurs questions. Il faut qu'ils se préparent parce que d'ici moins d'un an ou d'ici d'un an, il y aura des acteurs qui vont proposer des solutions alternatives aux banques avec la même qualité et en étant régulés. Et le fait de comprendre ces problématiques-là, la nouvelle façon de faire un certain nombre de choses, permettra soit d'aller avec les acteurs bancaires traditionnels qui vont vite vers cette technologie, qui ajoute ça, ou alors avec des acteurs alternatifs qui auront des offres complémentaires. Et nous, à titre personnel aussi, en fait, on construit la deuxième partie de la roadmap 2026 et notre façon de faire les choses, c'est de définir comment on va développer les use cases avec certains secteurs d'activité, avec des partenaires qu'on va identifier en début d'année 2026 pour réellement travailler avec eux et résoudre leurs problèmes. Donc, c'est l'avantage que l'on a d'être pas très gros aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir s'adapter et proposer des solutions un peu plus customisées sur certains secteurs d'activité. Super.
En fait, j'ai 25 000 questions et en fait, j'ai hâte de pouvoir creuser un peu plus avec vous justement lors de l'événement parce que en fait, plus on pose des questions, plus on a envie d'en poser. C'est souvent comme ça. Et plus on a chaque réponse amène 2-3 autres questions et donc ça crée des arbres de questions dans tous les sens. Mais c'est ça, enfin, c'est un nouveau sujet. Vous avez raison de le dire. D'ailleurs, il y a même les usages, voilà, on ne sait pas exactement. Chaque entreprise a ses pratiques. Et certains veulent calquer ce qu'ils font en réalité, mais il y a aussi plein d'opportunités finalement d'améliorer à chaque fois et de profiter de ce passage-là pour justement être un peu plus malin et de profiter des opportunités qui sont offertes aussi par les technologies aujourd'hui. Et donc, il y a plein de manières de sortir son épingle du jeu, de faire des économies, de gagner un peu plus, d'être plus rapide, d'être plus fort, d'être présent, de gagner des parts de marché. Donc, il y a des enjeux clés qui se jouent là-dessus. Donc, j'ai envie de vous dire simplement à suivre. Donc, rendez-vous pour ceux qui seront là le 21 janvier 2026. Pour ceux qui suivent du coup le morning tous les jours, on a on va enchaîner. Donc dès demain matin en direct, on aura un de nos partenaires justement qui sera là aussi. Donc, on sera avec XRPL Ledger. Donc on est sur une techno blockchain justement qui sera présente. Et je voulais simplement remercier donc en effet Next Generation, NGPES, Forvis Mazars France et la BPI, GL Event aussi qui nous met à disposition, enfin, qui nous aide dans le cadre du partenariat à libérer la Samaritaine pour faire cet événement. Et puis Jen, est-ce que tu as une dernière chose à nous dire ? Non, mais je suis très contente de monter cet événement. Aujourd'hui, je me rends compte au quotidien à quel point tout le monde a des questions. Et encore une fois, j'insiste, mais toute industrie confondue et tout niveau de maturité là-dessus. Je suis ravie de m'entourer de partenaires qui seront capables de répondre et d'être et de donner à ces entreprises la chance de pouvoir appuyer sur les bons boutons le moment où elles voudront le faire. Très bien. Et voilà, on est là pour appuyer sur les boutons. Donc, en tout cas, passez une excellente journée. Merci Jeff, merci Franck. Merci à à vous. Et puis, good morning. Happy. Good morning. Really happy.